Bonsoir, Sudir Azari Singh. Bonsoir. Alors, ravi de vous accueillir dans 64 minutes. Vous publiez chez Flammarion Ce pays qui aime les idées, l'histoire d'une passion française. En fait, c'est votre passion pour les idées et la culture française. Vous êtes né à l'île Maurice, vous avez la nationalité britannique, je pense. C'est bien cela. Et vous parlez parfaitement français. Vous allez nous le prouver dans quelques instants. Et vous êtes professeur d'ailleurs de sciences politiques à Oxford, donc en Grande-Bretagne. Vous avez écrit un livre aussi sur la franc-maçonnerie sous le Second Empire, deux autres livres sur Napoléon, un sur le mythe gaulien. D'où vous vient cette passion pour les idées françaises et pour les grands hommes de France? C'est en grandissant à l'île Maurice que je suis un peu tombé dedans, comme on dit lorsqu'on lit les aventures d'Astérix. Je me suis baigné de culture française depuis mon adolescence. Et en fait, j'ai découvert la politique à travers l'histoire politique française. Et je garde toujours un souvenir émerveillé de ma première prise de conscience politique. C'était en 1974. C'était le débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Que nous avions, qui était retransmis en direct à l'île Maurice. C'est ça qui vous a donné le goût et l'intérêt des idées politiques en France? C'était déjà très... Enfin, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais déjà, il y avait cette opposition binaire dont je parle dans le livre. C'est-à-dire quand la gauche contre la droite, deux systèmes de valeurs complètement opposés, le choc idéologique, ça me séduisait beaucoup. Surtout lorsqu'on le comparait à la culture politique britannique qui était beaucoup plus consensuelle, où le débat d'idées ne jouait pas un rôle aussi important. Alors vous parlez beaucoup du rapport entre les journalistes et les politiques, on va y revenir. Vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, mais de beaucoup d'autres. C'est un peu votre livre, c'est un survol, je dirais, de la pensée des idées françaises du XVIe siècle. Votre livre commence par Descartes à aujourd'hui. Les intellectuels, les penseurs, les philosophes, ils ont une place à part dans l'histoire de France? Ils ont une place à part et c'est une place qui commence parce que le mot intellectuel lui-même, la manière dont nous l'utilisons aujourd'hui, date de la fin du XIXe siècle. C'est au moment de l'affaire Dreyfus que le substantif intellectuel entre dans la langue courante. Mais en fait, il y a des intellectuels en France au moins depuis le siècle des Lumières. Voltaire était un intellectuel, Rousseau était un intellectuel. On les appelait des penseurs, on les appelait des philosophes. On les appelait des philosophes, mais ils avaient exactement la même fonction et la même vocation. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas que des spécialistes et des savants dans leur discipline, ils avaient une vocation qui était celle d'être presque des guides spirituels de la société. Et donc on le retrouve avec les philosophes, et c'est un mouvement qui va d'ailleurs influencer grandement l'histoire et la politique française, et la Révolution française de 1789 en est l'une des conséquences. Avant la Révolution, il y a ce qu'on appelait le génie français, en fait, qui a éclairé, entre guillemets, le monde des idées depuis le XVIe, XVIIe siècle Jusqu'à quand? Jusqu'à une période très récente. On se tournait vers la France pour avoir des idées nouvelles. Il y avait ce qu'on appelle, c'est un mot merveilleux, très français, qui est ce mot de rayonnement. C'est-à-dire que la France est le pays où la culture rayonne. Et l'une des raisons de ce rayonnement, justement, est que depuis au moins le XVIIe siècle, les penseurs français, et ils le disent de manière différente, mais ils le disent à répétition, ils ne pensent pas que pour eux-mêmes ou que pour la France, ils pensent de manière universelle. Voilà, donc la France, on peut dire qu'elle elle se considère comme une nation à part, elle a quelque chose à dire au monde, justement ces valeurs universelles, universalistes. Universaliste, et l'universalisme, j'en parle un peu dans le livre, elle a des bons et des côtés un peu moins reluisants. Le bon côté, c'est que la France a toujours le regard tourné vers l'extérieur, du moins en partie, depuis le siècle des Lumières, parce que les Lumières se voulaient un mouvement vraiment général et cosmopolite. Mais le côté, disons, un peu moins reluisant, c'est quand les Français regardent le monde et se voient eux-mêmes dans le monde. Je raconte par exemple l'histoire d'André Malraux allant en Chine en 1965 et décrivant les Chinois à Mao Tse-tung comme les Français d'Asie. Oui. D'ailleurs, vous soulignez souvent dans votre livre le côté paradoxal de la France. C'est un pays qui est à la fois laïque, mais imprégné de religion. C'est un pays qui a fait la Révolution, mais qui a aussi fait la Restauration quelques années plus tard. Donc c'est vraiment un pays paradoxal. Et ça nourrit aussi son débat intellectuel. Ça nourrit absolument le débat intellectuel parce que, justement, ça remonte à ces oppositions binaires. Parce que si on aime, si on est du côté de la Révolution ou du côté de la monarchie,
il y a toujours quelqu'un pour essayer de réconcilier ces deux tendances. Et donc la pensée française a toujours eu ceci, qu'elle a cherché à transcender ces paradoxes, ce qui nous a donné des figures très intéressantes, très drôles parfois, le missionnaire laïque, par exemple, le spectateur engagé. Il y a des types comme ça, le révolutionnaire conservateur. Des gens se décrivent de cette manière un peu paradoxale, et ça aussi, ça fait partie de la tradition intellectuelle française. En quoi est-ce que ce que la France a à dire au monde est singulier par rapport peut-être à ce que d'autres pays pourraient dire au monde, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne? En quoi la France se distingue dans ce qu'elle dit au monde d'universel? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est l'idée des droits de l'homme et l'idée que la citoyenneté repose justement sur des principes universels. C'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont pas des principes qui ne s'appliquent qu'à un pays ou qu'à une culture. C'est le fait d'être humain qui constitue ou qui vous donne accès à ces droits-là. Et puis, il y a quelque chose de plus fondamental aussi, c'est l'idée que la culture est fondamentalement constitutive de l'identité humaine. Et ça, c'est une idée qui remonte éventuellement à Descartes, parce que la grande révolution de Descartes, c'est de dire que c'est la pensée qui définit l'homme, pas le sentiment, pas les instincts, ni même, ce qui était quand même une pensée assez hérétique au XVIIe siècle, ni même le sentiment religieux. Donc pour lui, c'est vraiment la pensée qui est constitutive de l'être humain. Ce livre que vous avez écrit sur les idées, les intellectuels, sur les penseurs français, vous n'auriez pas pu l'écrire, vous qui êtes britannique, vous n'auriez pas pu écrire ce pays qui aime les idées en parlant de la Grande-Bretagne, par exemple. Pourtant, c'est un pays qui a beaucoup d'intellectuels, d'économistes, de philosophes. Je pense que l'intellectuel joue un rôle différent dans les pays anglo-saxons. L'intellectuel n'a pas cette vocation qu'a l'intellectuel français d'intervenir dans le champ public. L'intellectuel en France est beaucoup plus un spécialiste d'un sujet ou d'un champ, et il hésite à sortir de ce champ disciplinaire. Et puis l'autre différence, c'est que l'amour des idées dans le sens français est une particularité très française. En Angleterre, même ce titre, ce pays qui aime les idées, si je l'avais traduit en anglais, ça n'aurait pas eu grand sens. En Angleterre, on ne dit pas « I love ideas ». On peut aimer son prochain, on peut aimer son chien. On peut aimer sa femme. On peut aimer sa femme, mais pas aimer une idée. D'accord. Alors vous vous intéressez aussi, vous l'avez dit d'ailleurs, un petit peu au clivage à la société française, notamment au clivage gauche-droite, vous en parlez longuement, aux utopies, l'utopie communiste, à la question de l'identité française, et ça nous amène à un débat très actuel. On le voit bien aujourd'hui, par exemple, avec toutes les questions qui tournent autour de l'immigration et des réfugiés. Une identité française qui est ressentie, je ne dis pas que c'est ce que vous pensez, mais c'est ce que vous dites dans votre livre, qui est ressenti aujourd'hui comme menacé par certains en France? Oui, depuis la fin du XXe siècle, il y a ce que j'appelle une tentation de repli en France, et elle se manifeste de différentes manières. Elle se manifeste d'une part par cette montée en puissance d'idées déclinistes, d'idées pessimistes, qui en partie reflètent une réalité, c'est-à-dire que la France au XXIe siècle n'a plus la puissance qu'elle avait au milieu du XXe siècle. Donc elle doute d'elle-même, en fait, elle doute de sa place dans le monde. Elle doute en partie de sa place dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, dans un monde qui est de plus en plus globalisé, et un monde aussi, il faut le dire, où la culture anglo-américaine joue un rôle prééminent. Donc il y a des raisons objectives qui expliquent ce doute. À cela s'ajoute aussi ce débat sur l'intégration des immigrés, surtout les immigrés qui viennent des anciennes colonies françaises de l'Afrique du Nord, et la question de l'islam, la question de l'intégration, qui chevauche plusieurs autres questions. C'est-à-dire que c'est aussi la question des banlieues, c'est aussi la question de la religion dans la société française. Tout cela forme un ensemble sur lequel il y a eu des discussions. Par exemple, il y a eu un grand débat sur la question de la laïcité pendant les années 2000, mais il reste certaines questions qui n'ont pas encore été complètement soldées. Mais est-ce que les intellectuels en 2015 sont à la hauteur des enjeux ? Est-ce que vous regrettez, comme certains, les grands, on cite souvent les grands intellectuels après la Deuxième Guerre mondiale, de Sartre, d'Aron, de Bourdieu, de Roland Barthes, est-ce que les intellectuels d'aujourd'hui sont à la hauteur
du débat? Je dirais franchement non, ils ne sont pas à la hauteur. Il y a eu un basculement à la fin du XXe siècle aussi, et ces grandes figures, d'ailleurs qu'elles soient de gauche ou de droite, Raymond Aron ou Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, les gens de cette stature-là n'existent plus aujourd'hui. Ils se sont beaucoup trompés aussi, en tout cas Sartre en particulier. Ils se sont trompés, mais ils se sont impliqués dans la chose publique. Ouais. C'est ça aussi la fonction de l'intellectuel. Alors qu'aujourd'hui, il me semble que l'intellectuel joue sur le registre, surtout le registre émotionnel. Ouais. Et certainement la littérature qui a eu un grand succès dans les années récentes, pensons à Alain Finkielkraut ou à Éric Zemmour dans les deux ou trois dernières années, ce sont essentiellement... C'est essentiellement des pamphlets anxiogènes, ouais. C'est-à-dire qu'ils parlent de... Déclinistes. Déclinistes, ouais. Ils parlent d'une France... Et ils parlent de manière vraiment, il me semble, excessive et paradoxale de la situation actuelle. Ouais. Ils participent de cette dégradation de l'image qu'ont les Français de leur propre identité. Ils y participent, et en même temps, et ça c'est un contraste avec tous les siècles qui ont précédé, ils n'écrivent que pour la France. C'est-à-dire que quelqu'un comme Finkielkraut ou comme Michel Onfray ou comme Zemmour n'est pas du tout traduit en Europe. D'ailleurs, ça n'intéresserait personne parce qu'ils ne parlent que... C'est simplement leur vision très étriquée d'une certaine France. Alors on pourrait parler des heures de votre livre, on n'a malheureusement pas le temps. Je renvoie en tout cas à ce livre qui est vraiment une réflexion profonde sur l'histoire des idées en France, hier et aujourd'hui, on l'a vu. Donc ce pays qui aime les idées, Histoire d'une passion française chez Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire. Merci beaucoup Sudhir Hazare Singh d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci de m'avoir accueilli.